Euh, Mesdames, messieurs, bonjour chers auditeurs de l'Institut français de Roumanie. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Claudine Monteil pour un entretien à l'Institut français de Roumanie à Iași pour le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes. Je suis très reconnaissante à Madame Claudine Monteil, que j'ai eu le bonheur de rencontrer lors du Parlement des écrivaines francophones et qui m'a tout de suite montré justement une sympathie pour à la fois en effet son engagement dans le droit des femmes, également sa superbe carrière à l'international. Donc je voulais en bref vous donner quelques informations sur notre conférencière avant de lui laisser bien entendu la parole et qu'elle nous présente le dernier ouvrage sur F. Curie. Donc, chère Claudine, vous avez passé à l'international donc votre enfance en séjournant en France, aux États-Unis, en Russie, en pleine guerre froide. Vous vous êtes engagée pour le droit des femmes. Vous avez été une collaboratrice pigiste au journal Le Monde et puis vous avez entrepris donc une longue carrière diplomatique. Vous avez travaillé sur des dossiers très sensibles comme ceux de la guerre froide, puis sur les affaires africaines et enfin sur des postes liés aux Nations Unies et donc enfin une fin de carrière à l'UNESCO. Vous êtes toujours aujourd'hui, je dirais, aussi active, vous êtes retraitée, mais vous avez une fonction de conseillère à la Commission nationale française pour l'UNESCO. Vous êtes également présidente de l'association Femmes Monde et administratrice de la coordination française du lobby européen des femmes qui regroupe 80 associations françaises pour le droit des femmes. Donc, un superbe engagement et nous nous félicitons de vous avoir invité, vu ce parcours totalement engagé dans la cause des femmes. Vous êtes également auteur, chère Claudine, puisque vous êtes auteur ou autrice de 10 ouvrages, dont plusieurs biographies sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que vous avez bien connue lors de votre jeunesse. Voilà, vous nous montrez ce très bel ouvrage qui est véritablement un témoignage de ces rencontres au quotidien et qui ont duré voilà, pendant plus d'une quarantaine d'années. Très, très beaux ouvrages récemment parus. Ces ouvrages, bien entendu, ont été traduits puisque vous avez une carrière à l'international. Donc, en effet, ils ont été traduits dans plusieurs langues, dans une dizaine de langues. Et vous allez nous présenter aujourd'hui un livre sur Marie Curie. Alors, d'abord, il y avait un livre sur F. Curie. Et puis ensuite, maintenant, un livre, voilà. Voilà le livre sur oui, F. Curie. Si je peux me permettre, c'est la première biographie jamais écrite sur F. Curie, qui a été une des grandes résistantes, une des femmes françaises les plus célèbres du XXe siècle, aujourd'hui oubliée, et qui était sur toutes les couvertures de magazines. Et la famille Curie a ouvert les archives pour moi, suite à mes biographies sur Sartre et Simone de Beauvoir. D'accord, parfait. Excellente intervention, vous avez bien fait de nous le dire. Et puis, donc, le dernier ouvrage que vous allez nous présenter aujourd'hui, dont vous nous montrez la couverture, c'est Marie Curie et ses filles. Alors, pour ce livre, vous avez été inspiré par donc la famille, par votre famille, pardon. Vous avez un père qui était mathématicien, Medai Fields, considéré comme le prix Nobel de mathématiques, hein, qui n'existe pas, et par votre mère, Josiane Serre, qui était directrice de l'École normale supérieure de jeunes filles, où justement Marie Curie et sa fille Irène, Joliot Curie, enseignèrent. Et vous avez également publié donc, un roman policier inspiré de sa famille, Complot mathématique à Princeton, publié chez Odile Jacob. Donc, une carrière à l'international, des prises de position très fortes, un engagement et puis maintenant aussi des témoignages sur l'histoire des femmes qui firent nom en France et également qui se sont imposées, donc là encore, je dirais, dans la plupart de nos continents. Donc, merci Claudine pour être disponible aujourd'hui. Je vais vous poser la question la plus évidente, c'est pourquoi donc avoir écrit une biographie sur Marie Curie et ses filles?
Quels sont les enjeux? Quel public avez-vous voulu toucher? Quel est votre témoignage? Merci absolument, Claudine. Merci beaucoup à vous, Muriel, et je dois dire, je voudrais saluer également vous toutes et vous tous qui vous trouvez en Roumanie, et je vous souhaite plein de bonheur dans toutes vos réalisations et dans tous vos rêves, parce que c'est véritablement ce que Simone de Beauvoir m'a appris et que j'ai retenu d'elle, c'est d'accomplir ses rêves, que l'on soit homme ou femme, et cela, vous allez les dépasser, je vous fais confiance, et en fait, je veux vous parler de 3 femmes ce soir qui ont dépassé leurs rêves et qui ont en même temps défendu nos libertés, sauvé des vies, et qui sont 3 femmes absolument remarquables. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que en réalité, Marie Curie est la plus célèbre des 3. Et du coup, elle fait un tout petit peu d'ombre aux 2 autres. Mais les 2 autres ont des parcours tout à fait exceptionnels également. Alors, je vais quand même rappeler le parcours de Marie Curie, mais je voudrais, si vous le permettez, vous raconter un peu aussi celui de ses filles, parce que ils sont moins connus, les 2 parcours, et ils sont tout à fait extraordinaires. Donc, Marie Curie, vous le savez, vous êtes en Roumanie en ce moment. Marie Curie est née dans un pays qui est en ce moment très tendu, qui est la Pologne, et surtout, elle est née en 1867, dans une famille où, à ce moment-là, l'Empire russe contrôlait la Pologne, où la petite fille n'avait pas le droit de parler polonais à l'école, où elle était obligée de parler russe, où on l'obligeait de dire que le grand prince, l'homme de la Pologne, c'était l'empereur de Russie, le tsar. Donc Marie a déjà vécu cela comme une humiliation. Sa mère, par ailleurs, sa mère, qui était une grande tuberculeuse, n'a pas pu l'embrasser, n'a jamais pu l'embrasser ni la serrer dans ses bras pour éviter de transmettre la maladie à sa fille, ce qui fait quand même que le début de la vie de Marie Curie, même si c'était une famille très aimante, que son père était professeur, directeur d'école, et ça a été quand même très difficile. À cela, elle avait eu le drame que sa mère est morte très jeune, que son père a été dénoncé par un collaborateur polonais pro-russe qui a tenu des propos calomnieux contre le père de Marie, ce qui fait qu'il a perdu son emploi. Il a dû prendre un autre emploi, un petit appartement loué, sous-loué. Et donc, dans ces conditions, à ce moment-là, les filles en Pologne, les jeunes filles en Pologne, ne pouvaient pas faire d'études supérieures de chimie, de physique et de médecine, comme le souhaitait la sœur aînée Bronia de Marie Curie. C'est ainsi que la petite Marie décide, envers et contre tout, alors qu'elle était première absolument partout et très douée, elle décide de se mettre comme dame au père, mais c'est même pas dame, c'est petite gouvernante, dans une petite maison, dans un petit manoir polonais perdu au milieu des champs de betteraves, avec des gens très riches, mais très méchants, très mesquins. Et elle se retrouve pendant 3 ans à économiser chaque centime, chaque zloty, pour l'envoyer à sa sœur Bronia, sa sœur aînée, qui faisait ses études. Comment? Quel est le problème? J'entends quelqu'un qui parle. Ça va? Bon, je continue, mais vous vous inquiétez pas. Et donc, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que Marie, pendant 3 ans, elle perd ses études, elle perd tout, mais elle sauve sa sœur Bronia, sa sœur aînée, qui enfin va pouvoir avoir des diplômes de médecin et devenir médecin en France. Un jour, enfin, son père accepte un poste extrêmement difficile pour pouvoir envoyer sa fille cadette, donc Marie, à Paris faire des études. Elle va partir avec quasiment rien. Elle va loger dans des chambres de bonne sous les toits où il n'y a aucun chauffage et où il fait presque 0 degré l'hiver et 35 degrés l'été. Elle se nourrit de thé et de biscuits. Elle s'évanouit régulièrement, mais elle continue ses études et le week-end, le dimanche, au lieu d'aller voir des camarades universitaires, d'université, les garçons, non. Elle travaille, elle essaye d'avoir des stages dans des laboratoires et elle réussit en 1894, elle est première en licence de physique, en 1894, deuxième en licence de maths. Elle continue donc véritablement, elle est absolument brillante, très brillante. Au milieu de tout cela, elle cherche quand même un autre laboratoire pour pouvoir faire des recherches. Et c'est là qu'un ami polonais de passage qui vient de se marier et qui fête son voyage de noces à Paris
lui présente un professeur, un physicien plus âgé qu'elle, un certain Pierre Curie, et ce sera l'amour. Ce sera l'amour quasiment immédiatement, sans en être conscient complètement, c'est-à-dire ce sera d'abord un échange, il parle de tout, il parle de quoi parle-t-il? Il parle de physique et de chimie, de culture, de musée, de livres, de musique, et très vite, Marie envisage de rentrer définitivement en Pologne, et Pierre Curie va la supplier de revenir à Paris, et en 1895, en juillet, ils se marient, et leur plus beau cadeau de noces seront 2 bicyclettes avec lesquelles ils vont sillonner toute la France. En même temps, Marie est reçue première à l'agrégation de physique, c'est tout à fait exceptionnel, et va naître la petite Irène en 1897. Alors la petite Irène, alors qu'il travaille sur les rayonnements, sur les produits par uranium, sur la radioactivité, ils étudient de nombreux matériaux, ils reçoivent des énormes quantités de matériaux de toute la République tchèque, mais c'est pour dire qu'au milieu de tout cela, eh bien, il y a cette petite fille, donc Irène, qui naît et qui va avoir une carrière et une vie aussi passionnante que celle de sa mère. Enfin, Pierre Curie rejoint Marie, qui fait des recherches, il la rejoint, mais c'est vraiment Marie qui découvre le radium le 26 décembre 1898, et très vite, au début des années 1900, quand il va y avoir l'exposition universelle en France, à Paris, eh bien, en fait, déjà, Pierre et Marie Curie sont le couple que tout le monde veut connaître, veut comprendre, parce que l'histoire du radium, des métaux rares, de la radiation, ça fascine absolument les foules. Et à partir de là, eh bien, en 1903, eh bien, d'abord, elle passe son doctorat sur les substances radioactives, doctorat d'État, qu'elle parle en français, qu'elle est fait en français, ne l'oublions pas. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le prix Nobel, Alfred Nobel, toutes les questions de remise de prix Nobel datent de très peu de temps. Et donc, le grand physicien suédois, les grands physiciens suédois pensent à l'octroyer à Becquerel, qui a participé aux questions de recherche sur la radiation, sur le radium, et à Pierre Curie. Et là, Pierre Curie, je vous le dis parce que pour vous, ça va vous paraître évident, chers amis, parce que vous êtes jeunes, mais croyez-moi qu'au début du XXe siècle, ce n'était pas simple. Pierre Curie va dire qu'il refuse le prix Nobel, de physique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai plus d'image. Curie prend une initiative exceptionnelle pour un homme à l'époque. Il dit à son collègue suédois qui lui confie que probablement il va être lauréat du prix Nobel de physique, il lui dit « Je ne l'accepterai pas si mon épouse Marie Skłodowska-Curie n'est pas également lauréate, parce que au moins la moitié des expériences, au moins la moitié des recherches et des découvertes provient d'elle. » Alors, je peux vous dire que quand on étudie les prix Nobel actuels, etc., quand on étudie l'histoire des prix Nobel, on découvre que très souvent, derrière l'homme prix Nobel, il y avait une femme qui faisait le même travail, ou la moitié au moins du travail, et qui aurait dû être co-lauréate. Donc, c'est exceptionnel. Ils vont donc être lauréats du prix Nobel en 1903, ils deviennent très célèbres, cela les gêne pour la recherche, car ce qui les intéresse, c'est uniquement la recherche. Je dois vous dire, en décembre 1904, pardonnez-moi, va naître Ève Curie, une petite fille. Mais en 1906, un an et demi après, Pierre Curie, le 19 avril, va rue Dauphine, dans une petite rue pavée de Paris, ne pas voir le cocher, ne pas voir le cheval qui arrive, parce que son parapluie lui cache l'arrivée du cheval, et comme c'est un homme qui est un petit peu dans ses pensées, il va glisser sous la calèche, et il va être tué quasiment sur le coup. C'est absolument affreux, parce que sa fille aînée, Irène, a 7 ans, Ève en a 1 an et demi, donc Ève n'a aucun souvenir de son père, n'aura aucun souvenir de son père. C'est déjà une grande inégalité entre les deux filles. Et Marie va reprendre son poste à la Sorbonne, première femme nommée à la Sorbonne. Elle va reprendre exactement à l'endroit où Pierre Curie avait arrêté son cours. Elle va se lancer, elle va créer l'Institut du radium, où elle va accueillir un certain nombre d'hommes et de femmes de tous les pays, du monde entier, le plus possible. Elle va accueillir notamment 45 femmes de 1906 à 1934, date de sa mort, mais jamais une femme n'est choisie parce que femme. Elle est choisie parce que c'est une bonne étudiante
scientifique. Il n'y a pas de favoritisme, pas de discrimination en faveur des femmes. Par contre, elle va les aider, elle va les soutenir pour qu'elles trouvent des postes. Et en réalité, la première génération de femmes scientifiques, physiciennes et chimistes de toute l'Europe, ce sont des femmes qui ont été formées par Marie Curie, et certaines d'entre elles également aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Bon, avec cela, en 1911, elle va être refusée à l'Académie des sciences. Il faut vous dire qu'il va falloir attendre 1979 pour qu'une première femme soit élue à l'Académie des sciences en France. Vous voyez, la France n'a pas de leçon à donner, au contraire, elle n'est pas la plus ouverte sur la question des droits des femmes, il ne faut pas l'oublier. Mais pire que cela, au mois de novembre 1911, elle est lauréate toute seule d'un deuxième prix Nobel, ce qui est absolument exceptionnel, prix Nobel de chimie. Et malheureusement, c'est le moment où apparaît dans la presse, je n'ai pas le temps de vous le raconter en détail, mais le scandale de sa liaison. Elle était tombée amoureuse d'un physicien, Langevin, et malheureusement, Langevin était un homme marié, et donc l'épouse de Langevin va dans les médias dire que cette femme brise son couple, et que comme elle est polonaise, des Parisiens vont aller lui jeter des pierres et lui dire de quitter la France et de retourner en Pologne, qu'elle est une étrangère qui brise un couple en France. On ne retiendra donc rien de ce deuxième prix Nobel. Et même le roi de Suède envisage de ne pas la recevoir pour lui décerner le prix Nobel. Et elle dit que même s'il ne la reçoit pas, elle ira à Stockholm, elle est ferme, et elle ira à Stockholm avec Irène. Heureusement, l'affaire se négociera discrètement et tout retombera, mais elle ne se remettra jamais de cette offense, de cette attaque, et surtout, ces deux filles, Irène et Ève, ne s'en remettront jamais également. Alors, au milieu de cela, elle tombe malade, elle est fatiguée, et puis arrive la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, qui sera la guerre de Marie et d'Irène. Pourquoi elle sera la guerre? Eh bien, parce que Marie veut absolument, c'est le début des radios. Vous savez, pour quand vous avez un soldat qui est blessé, on ne sait pas exactement, les chirurgiens ne savent pas exactement, précisément où opérer, parce que s'ils n'ont pas de radiographie, ils ne peuvent pas le savoir. Et donc, Marie Curie va solliciter les femmes les plus riches de France, mais des femmes très très riches, hein, parce qu'à l'époque, les belles voitures, c'était une infime minorité de personnes qui en avaient, et va leur demander de prêter ces voitures pour installer des éléments de radiographie, et elle va aller sur le champ de bataille, près du champ de bataille, elle va sauver des milliers, on a calculé que c'était des milliers de soldats français, mais aussi étrangers qui luttaient pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils vont pouvoir être opérés par le chirurgien à l'endroit précis où est l'éclat d'obus, ou la balle, etc. Et il faut vous dire que Marie va former Irène, sa fille, à 17 ans, à l'âge de 17 ans, Irène va être dans d'autres petites voitures radiologiques, on les appelle les petites Curie dans l'histoire de France, et donc Irène va arriver à l'âge de 17 ans, près des champs de bataille, dans les hôpitaux militaires, et elle va dire non, vous opérez pas là, vous opérez là en regardant le dessin, en regardant la radiographie. À ce moment-là, les chirurgiens au début, militaires, furieux qu'une gamine, pardonnez-moi, mais qu'une gamine de 17 ans leur dise où ils devaient opérer. À l'époque, en France, il y avait quasiment très peu de femmes médecins, et ils étaient d'abord furieux. Et puis, ils ont bien dû se rendre à l'évidence. La jeune Irène disait la vérité. Elle savait regarder, étudier la radiographie. C'est ainsi que qu'en 1918, la guerre se termine, Marie est devenue une héroïne nationale grâce à cette petite voiture, à tout ce qu'elle a fait, soldat. Irène est devenue aussi, à 19 ans, maintenant elle a 19 ans, elle est une héroïne nationale. Elle a passé aussi des concours d'infirmière et maintenant, eh bien, l'Institut du Radium peut enfin commencer à fonctionner. Et là-dessus, il se passe la chose suivante. Marie Curie avait décidé que jamais, je dis bien, ils ne récupéreraient un centime de leur découverte. C'est-à-dire qu'ils ne déposeraient pas de brevets commerciaux. Ce qui fait que l'Institut du Radium était très pauvre et que Marie ne pouvait même pas acheter 1 gramme de radium pour poursuivre ses recherches. 1 gramme de radium, en 1921,
coûtait 100 000 $ d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent de plusieurs millions d'euros, si vous voulez, aujourd'hui. Eh bien, donc, c'est une journaliste américaine qui est venue l'interviewer, qui va lancer une campagne auprès des femmes américaines qui vont donner 1 $ chacune, ce qui à l'époque, 1 $, c'était bien l'équivalent de 10 ou 20 $ aujourd'hui, et qui vont ainsi faire que Marie va aller avec ses filles aux États-Unis recevoir ce gramme de radium qui lui sera remis par le président des États-Unis. Et là, ça va être quelque chose d'extraordinaire parce que ces jeunes filles vont découvrir la célébrité de leur mère, le fait que la foule attendait sur le quai du paquebot à New York, que partout où ils passent, dans toute l'Amérique, les gens bloquent les gares pour cette sainte qui sauve l'humanité, Marie Curie. Alors, Irène, dans ce côté, Irène et Ève, maintenant je vais passer un peu plus aux filles, parce que donc Marie va continuer ainsi, de manière très dynamique, continuelle, jusqu'à 1934 où elle va mourir, donc elle va décéder dans des conditions, elle est radiée, si vous voulez, elle a vécu beaucoup de radiation, elle a suivi beaucoup de radiation dans ses recherches, mais surtout ce qui se passe entre-temps, c'est que Irène a pris une position, elle continue la physique, elle est passionnée, et en fait, toute la jeunesse d'Irène, ça a été de prendre la place du père. De prendre la place du père, je veux dire par là qu'elle suppliait sa mère de lui envoyer des cours, des exercices de maths, des exercices de physique. Maman, envoie-moi des exercices de physique. Ce qui fait que la pauvre Ève, quand les dîners à la maison, c'était Marie et Irène qui parlaient de scientifiques, pendant que Ève, elle, essayait de faire une carrière de pianiste qu'elle a faite, mais qui n'a pas été aussi brillante, et elle va passer à autre chose. Je vais vous le raconter dans 5 minutes. Donc, tout cela pour dire que Irène se marie avec Frédéric Joliot, ils continuent la recherche, la radioactivité, ils vont trouver le radium artificiel, créé, et c'est ainsi que quand décède Marie en 1934, elle décède, mais elle décède en étant heureuse, sereine, car ses derniers mots seront à Ève en lui disant: tu sais, Irène et Frédéric seront prix Nobel. Ils vont avoir un prix Nobel parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et elle en était heureuse, comme une mère peut être heureuse et fière de son enfant. Et donc, quand elle décède en 1934, eh bien, l'année suivante, effectivement, Irène et Frédéric Joliot-Curie vont être à leur tour lauréats d'un prix Nobel de chimie. Mais auparavant, je voudrais vous parler de Ève, parce qu'il va se passer quelque chose qui va changer sa vie et qui nous concerne toutes aujourd'hui. À la mort de sa mère, un éditeur américain l'appelle et lui dit: il est temps que vous réalisiez la première biographie de votre mère. Et Ève lui dit: mais j'ai écrit des articles de musique sur la culture, elle était dans tout Paris, elle était en couverture des magazines, donc bon, mais je n'ai jamais écrit de livre. Ça fait rien, vous allez l'écrire. Mais non, je ne suis pas sûre. Si, parce que si vous n'écrivez pas, si vous n'êtes pas la première à écrire la biographie de votre mère, eh bien, ce sera quelqu'un qui ne l'a pas connue qui va le faire, et il y aura beaucoup d'inexactitudes. Tandis qu'avec vous, nous saurons que ce sera aussi un témoignage. Et elle va travailler jour et nuit pendant 2 ans. Et l'éditeur américain aura l'intelligence de faire traduire systématiquement chaque page une fois qu'elle a fini une page, de rédiger une page. Et c'est ainsi qu'en 1937, le livre Madame Curie, que vous connaissez, qui est en livre de poche, signé par Ève Curie, Madame Curie paraît aux États-Unis d'abord, et qu'il est immédiatement un best-seller et qu'il remporte le plus grand prix littéraire américain. Il va être sur la liste des best-sellers du New York Times pendant 1 an. Il sera traduit également en France en 1938, où il aura également un grand succès, puis dans d'autres langues. Mais si j'insiste sur ce livre, c'est que sa vie change à partir de là. Parce que d'abord, elle est devenue très politique, elle a beaucoup discuté politique avec sa mère, elle connaît l'histoire, elle va régulièrement en Pologne, elle connaît l'histoire de la Pologne occupée, c'est un pays martyrisé, la Pologne. Quand on regarde l'histoire de la Pologne, c'est occupation, libération, avec toutes les cruautés que cela représente. Et donc, elle est politique, elle a le sens politique, et elle vit à ce moment-là avec un homme qui est un journaliste qui vient de passer 1 an à Berlin et qui a côtoyé Hitler, Göring, tous les nazis, tous les dirigeants nazis pour des interviews.
pour ses reportages, pas pour intérêt personnel, vous avez bien compris. Et donc, en fait, elle sait très bien, Ève Curie connaît très bien la réalité de la montée du nazisme en Allemagne, l'Autriche. Donc, elle est vraiment extrêmement sensibilisée. Et n'oubliez pas que pour Marie et Irène, la Première Guerre mondiale, c'était leur guerre, leur guerre entre guillemets, alors que Ève, elle était enfant, était une petite fille, donc elle n'était pas dans la même situation. Eh bien, lorsqu'arrive 1940, Ève Curie n'attend pas. Elle s'en va, elle embarque le 16 juin 1940 sur un bateau pour rejoindre la France libre, c'est-à-dire le général de Gaulle à Londres, le général de Gaulle, et elle sera sur le bateau, sur le cargo, quand le général de Gaulle va prononcer ce fameux appel du 18 juin, qu'elle n'aura pas entendu, qu'elle n'entendra pas sur le cargo, et qu'elle n'entendra que quand elle arrivera dans le QG du général de Gaulle à Londres, elle entendra dans les haut-parleurs et elle sera reçue aussitôt par le général de Gaulle, parce que, il faut bien le dire, qu'en 1940, pendant la débandade, pendant cette période extrêmement difficile pour la France, eh bien, les gens qui étaient des hauts fonctionnaires sont à 90% restés en France, ont prêté allégeance au maréchal Pétain et n'ont pas du tout rejoint la résistance, ce qui fait que pour le général de Gaulle, s'est retrouvé avec surtout des agriculteurs, des ouvriers, qui eux ne se sont pas posé des questions de guerrière, qui avaient courage, ont traversé la Manche et sont venus en Angleterre, et donc une figure comme Ève Curie, avec son nom Curie, c'était pour lui très important. Elle va sillonner l'Amérique, servir littéralement, elle va être ambassadrice, entre guillemets, du général de Gaulle pour inciter l'Amérique à rentrer dans la guerre. Elle va être menacée, destituée, elle va être destituée de la nationalité française par le même décret que le général de Gaulle. Il faut quand même le faire, c'est quand même le signe qu'elle représentait quelque chose, sinon elle ne l'aurait pas fait. Et donc, elle va véritablement s'engager, puis ensuite aller sur le champ de bataille en Asie pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme grand reporter américaine et anglaise. En réalité, elle sert d'agent pour la France libre, pour les États-Unis, pour l'Angleterre. Elle va aller sillonner partout, dans les endroits les plus dangereux. Et quand elle va revenir aux États-Unis, en 1943, alors que les États-Unis sont entrés en guerre, eh bien, elle va repartir à Londres comme soldat, comme officier, agent de renseignement, et elle va être formée pour aller sur le champ de bataille, et elle va faire la campagne d'Italie, elle va remonter jusqu'à Paris avec sur un tank, elle va avoir véritablement une situation extraordinaire. Et plus tard, elle rentre, elle est auréolée, c'est une héroïne de la Deuxième Guerre mondiale, alors que sa mère et sa sœur ont été héroïnes de la Première Guerre mondiale. Et là, il va falloir lui trouver un emploi. Elle va être journaliste d'abord, elle va diriger un journal, mais ça ne va pas très bien marcher. Et ensuite, eh bien, comme elle connaît la Russie, l'Asie, elle a rencontré les chefs d'État, elle a publié des livres absolument extraordinaires sur la Deuxième Guerre mondiale, parmi les plus extraordinaires que j'ai lus, eh bien, tout le monde s'accorde. Churchill, le général de Gaulle, le général Eisenhower aux États-Unis s'accordent pour dire qu'elle est la personne à nommer auprès du premier secrétaire général de l'OTAN. Et ça, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'il y a eu une femme à l'origine des stratégies de l'OTAN. Cette femme, c'est Ève Curie. Et j'ai écrit dans mon livre sur Ève Curie, j'ai consacré un chapitre entier sur l'OTAN, sur les notes que j'ai lues, auxquelles j'ai eu accès de l'OTAN pour la stratégie. Et lorsque l'on sourit parce que je dis que Ève Curie a été l'une des stratèges de l'OTAN, on me regarde généralement avec un petit sourire dans le genre oui, enfin bon, parce que c'est une femme qui n'était pas militaire à l'époque. Et bien pourtant, je peux vous assurer que j'ai les dépêches et je les cite. C'est un livre historique qui est reconnu. J'ai été finaliste du prix Simone Veil pour ce livre. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment du sérieux. Et donc elle va continuer ensuite, elle va épouser un ambassadeur américain, et elle va sillonner 100 pays pendant la guerre froide, car lui est nommé directeur général de l'UNICEF, elle sera sa conseillère spéciale, et c'est donc une vie qu'elle aura passée, consacrée aussi à aider
les hommes, les femmes et les enfants à une période où, pendant la guerre froide, les pays communistes ne voulaient pas que l'on donne de l'argent, qu'on aide les enfants des pays capitalistes, et les dirigeants capitalistes ne voulaient pas qu'on aide les enfants des pays communistes. Eh bien, le mari de l'ambassadeur Labouisse, le mari de F. Curie et F. Curie eux-mêmes, ils sont arrivés à faire sauter cette barrière, et c'est ainsi que les grands programmes de l'UNICEF ont commencé en pleine guerre froide et conjoints pour les enfants du monde entier les plus touchés. C'est donc pour vous dire que pendant ce temps-là, Irène Joliot-Curie, elle, a été, et je vais m'arrêter là pour ensuite vous laisser la parole, vous laisser le temps de poser des questions. Irène Joliot-Curie, je vous pardonnerez, je reviens un tout petit peu en arrière, en 1936, Irène Joliot-Curie, qui a eu le prix Nobel en 1935, elle est nommée l'une des 3 premières femmes membres d'un gouvernement français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule femme membre du gouvernement français avant 1936. Eh bien, elle va être sous-secrétaire d'État à la recherche parce qu'elle veut montrer combien la recherche scientifique, c'est important. Et d'autre part, parce qu'elle veut montrer que les femmes, c'est important, peuvent aussi être membres du gouvernement. Elle va être extrêmement maltraitée. On ne lui donne pas le bureau auquel elle peut prétendre. On ne lui donne pas de secrétaire. On ne lui donne pas de personne pour l'aider pour les dossiers. Donc, elle va devoir se battre dans une mesquinerie politicienne masculine. Et par ailleurs, elle est nommée donc sous-secrétaire d'État. Il y a 2 autres femmes qui sont nommées également à d'autres postes, à la recherche scientifique. Et aucune de ces femmes, je veux simplement vous rappeler la réalité de la France de 1936, aucune de ces femmes n'a le droit de vote. C'est-à-dire qu'elles siègent au Conseil des ministres toutes les semaines devant le président de la République et elles n'ont pas le droit de vote. Alors, je vous demande simplement une faveur, chers amis. Imaginez une seconde, qu'il y ait une réunion de Conseil des ministres où il y ait 17 femmes et 3 hommes, et que ces 3 hommes, membres du gouvernement français, seuls hommes membres du gouvernement français, eux n'auraient pas le droit de vote. Ce serait que les femmes qui auraient le droit de vote. Eh bien, je vais vous dire la réaction des Français depuis Paris, et depuis Paris, puis la France, la métropole, ce serait un scandale énorme, on dirait que c'est une honte et une injustice. Eh bien, tout le monde a trouvé normal que Irène Joliot-Curie, prix Nobel scientifique, membre du gouvernement français, n'ait pas le droit de vote. C'est cela. Nous avons le droit de vote que depuis 1945, et encore, nous avons eu beaucoup de mal à l'avoir, ce serait trop long à vous le raconter. Tout cela pour vous dire, ensuite qu'Irène a essayé, et je finirai là-dessus parce que je veux que vous l'entendiez, Irène Joliot-Curie, prix Nobel, première femme membre du gouvernement, a été candidate à l'Académie des sciences, pour être élue à l'Académie des sciences. Il faut que vous sachiez qu'en France, la coutume, c'est que comme le prix Nobel est un prix international reconnu dans le monde entier, il est plus prestigieux que l'Académie des sciences, puisque c'est une reconnaissance mondiale. Donc, tout Français qui est prix Nobel scientifique en France est quasiment sûr d'être élu membre de l'Académie des sciences dans les 6 mois. C'est une coutume, c'est une politesse pour remercier, excusez-moi, c'est une politesse pour remercier, simplement pour reconnaître ce que le comité Nobel a fait. Eh bien, Irène s'est présentée, elle a été recalée, elle n'est pas de femme, avant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, Irène Joliot-Curie s'est présentée 4 fois jusqu'au la veille de son décès, par principe. Eh bien, elle a été refusée à chaque fois. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il aura fallu attendre 1979, c'est-à-dire plus de 20 ans après la mort d'Irène Joliot-Curie, pour qu'enfin une femme soit élue, une mathématicienne soit élue membre de l'Académie des sciences. Mais cela, c'est notre travail de féministes des mouvements des années 70 qui ont permis qu'enfin l'Académie des sciences commence à se sentir un petit peu gênée, un petit peu rétrograde, mais il aura fallu, entre 1911 et 1979, c'est-à-dire 68 ans entre la première candidature de Marie Curie
et la première femme mathématicienne élue à l'Académie, il aura fallu 68 ans, c'est-à-dire que l'on retrouve les mêmes délais que pour les suffragettes, puisque si nous avons le droit de vote, nous les femmes en France, c'est parce qu'il y a eu 3 générations de femmes, 3 fois 20 ans, il aura fallu 60 ans pour les femmes françaises, grâce aux suffragettes, et 60 ans, donc beaucoup de suffragettes sont mortes sans avoir jamais eu le droit de vote. Et Marie Curie est morte sans jamais avoir eu, double prix Nobel, sans jamais avoir eu le droit de vote. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claudine, pour ce superbe témoignage, pour cette authenticité de vos paroles, pour ces prises de position. Marie Curie, oui, bien entendu, nous la connaissions, en effet, beaucoup moins F. Curie. Vous avez écrit ces 2 livres. Je voulais savoir si ces livres n'ont pas donné envie à quelques cinéastes de mettre ce parcours en images. Je vous avoue que je l'espérais et que oui. plusieurs personnes m'en parlent et qu'il n'y a aucun écho à ce stade. D'accord. Mais je vous le dis franchement, Muriel, mon éditeur, les éditions Calman-Lévy et moi-même, nous pensions que ça viendrait naturellement. Que ça paraissait, si vous voulez, naturel. Hein. Donc, ben non. Je n'y avais même pas pensé avant de… Voilà, mais en vous écoutant, d'abord, vous êtes une admirable conteuse, mais c'est vrai qu'on se dit, mais il faut absolument prendre le sujet à bras-le-corps, surtout que vous avez aussi, il y a une documentation iconographique très riche, donc j'espère que ce sera le cas dans peu de temps. Que proposez-vous justement pour que ces femmes d'hier soient mieux connues des femmes et des hommes, je dirais, d'aujourd'hui? Alors, je fais tout un travail, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de, puisque le 8 mars c'est demain, je fais tout un travail pour la mise en visibilité des femmes. C'est-à-dire, je m'explique. Les hommes remarquables, il y en a plein, et ils sont beaucoup plus visibles que les femmes. C'est-à-dire que, je vous le dis franchement, même sur Simone de Beauvoir, quand j'ai voulu publier mes mémoires sur Simone de Beauvoir, il y a près de 30 ans, on m'a dit oui, c'est formidable ce que vous avez vécu, mais Simone de Beauvoir, c'est une femme, bon, d'accord, elle est passée, quoi. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que mon objectif maintenant, compte tenu de mon âge, je n'ai plus 20 ans, c'est véritablement de rendre visible, de redonner une visibilité à des femmes qui ont été oubliées. Quand j'ai fait F. Curie, j'ai travaillé 5 ans de recherche, j'étais encore diplomate, hein, j'étais encore dans des activités diplomatiques, j'ai travaillé entre 5 et 6 ans. Et il n'y avait jamais eu un livre sur elle, alors que dans les archives, elle était en couverture de tous les magazines du monde entier. Si vous le permettez, je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai oublié, dans le feu de l'action, j'ai oublié de vous montrer. Si vous me permettez, Muriel, je vais montrer. Regardez, en 1940, elle est, est-ce que vous voyez? Parce que en 1940, F. Curie, attendez, je vais essayer de faire mieux que ça pour voir. Non, c'est bon. Moi, j'ai pas bon, parce que moi, je n'ai pas intervenant, je vois que vous en grand. C'est tout. Oui, non, ça va, c'est bon. Moi, je ne vois qu'en petit. Je me vois qu'en petit. Donc, en 1940, elle est en couverture de Time Magazine. Vous savez, c'est exceptionnel d'être en couverture de Time Magazine. Avant-guerre, Paris Match, son match, elle est partout. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre juste 2-3 choses. Quand elle décide d'être officier de l'armée française de la France libre, eh bien, elle a une page dans le New York Times. Elle est partout. Elle a, là, c'est encore un magazine féminin français avant-guerre. Ensuite, F. Curie, la Française que les Américains considèrent comme la Française la plus illustre. Je vous montre comme elle était belle. Regardez sa beauté, elle était très élégante, elle était habillée par les grands couturiers qui lui prêtaient des vêtements. Elle s'est battue pour… Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Quand j'ai commencé à travailler sur F. Curie,
j'ai trouvé des milliers de coupures de journaux, des milliers de couvertures, etc. Alors qu'elle est totalement oubliée et inconnue aujourd'hui. Donc, mon travail, c'est véritablement maintenant, et nous le faisons, je le fais avec des jeunes associations, dont les Jeunes Féministes in the City. Les Jeunes Féministes in the City sont des jeunes femmes de Sciences Po, très dynamiques, de l'Institut des sciences politiques, très dynamiques, et qui montent sur Zoom. D'ailleurs, si vous voulez, un jour, Muriel, elles peuvent vous en faire une, c'est absolument passionnant, mais elles font sur des femmes qui ont été complètement oubliées. Par exemple, l'une d'entre elles est une spécialiste de la Corée. Eh bien, elle nous a fait sur Zoom pendant 1 heure l'histoire des féministes coréennes depuis les années 1200, depuis le XIIIe siècle, etc. Et on découvre des femmes tout à fait extraordinaires qu'on devrait connaître. Elles ont fait la même chose pour le Japon. Enfin, c'est pour vous dire que c'est véritablement, c'est l'une de mes activités. Et demain, Muriel, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais un petit peu prise aujourd'hui, demain matin, je lance une pétition nationale en France avec 2 autres associations, les associations dont je suis membre du conseil d'administration, la coordination française du lobby européen des femmes. Eh bien, nous lançons une pétition sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook pour que le musée de l'homme en France devienne le musée de l'humanité, tout simplement. C'est pas grand-chose. Eh bien, c'est pas grand-chose. C'est consensuel. Nous ne sommes pas en train de critiquer les hommes. Nous sommes simplement en train de dire que le musée de l'homme n'a que des affiches avec un homme qui se regarde avec un crâne. C'est tout. C'est tout. Et que les femmes n'existent pas, les enfants n'existent pas. Je veux dire, des personnes de genre, le genre humain n'existe pas. Il n'y a qu'un seul genre. Eh bien, donc, nous lançons cela demain. Nous allons recevoir des critiques, des réactions virulentes, nous en sommes persuadés, mais ça ne fait rien. Nous allons continuer parce que ça oblige à penser qu'on ne peut plus décemment ne montrer que l'homme quand on parle de l'humanité. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça enlève, si vous voulez, notre pétition que l'on peut signer sur Change, que nous avons élaboré, qui commence à être signée depuis cet après-midi. Notre pétition dit simplement qu'on ne peut pas exclure 35 millions de femmes françaises et 4 milliards de femmes de la planète. Ça n'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'activité, Muriel, que j'essaye de faire. Et donc, Marie Curie et ses filles, pourquoi cela n'avait-il jamais été fait ? Eh bien, Muriel, je crois que vous en connaissez la réponse, parce que les femmes sont moins importantes que les hommes, et donc personne ne s'est posé la question des femmes, des seules femmes Curie. Or, mon livre a reçu, je ne sais pas qui parle, or, les femmes, si je peux me permettre, Muriel, or, mon livre a remporté d'énormes critiques, de très très bonnes critiques, à la fois à la télévision, à la radio, dans les journaux, et notamment par les hommes, qui ont dit que vraiment, parce que ce n'est pas un livre contre les hommes, c'est un livre au contraire qui montre comment aussi ces femmes ont eu des hommes qui les soutenaient. Donc mon idée, c'est rééquilibrer l'histoire de l'humanité, en n'oubliant pas et en redonnant à leur juste place à un certain nombre de femmes. Voilà. Alors, je voudrais dire, j'ai oublié une petite quelque chose, Muriel. Je crois que les étudiants qui sont présents sont des étudiants en médecine. Oui, absolument. Alors, je voudrais les saluer. D'abord, leur dire tout le monde, oui, d'accord. Oui, vous êtes donc étudiant en médecine. Ben, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que vous allez sauver des vies. C'est un magnifique métier, donc vous avez tout mon respect. La deuxième chose, c'est que je vous ai dit que Marie Curie n'avait jamais été reçue à l'Académie des sciences, ni Irène Joliot-Curie. Eh bien, elle a été reçue en février 1922, membre de l'Académie de médecine en France, qui est une académie qui est indépendante de l'Institut de France, donc ils pouvaient le faire. Et elle a été reçue parce qu'ils estiment que même si elle n'était pas médecin, la curithérapie métabolique par iode radioactif
permet de traiter le cancer de la thyroïde, que l'Institut Curie, que l'on connaît, qui est devenu très grand, a permis aussi de sauver des vies humaines de point de vue médical, et donc que même certaines des radioactivités inspirées par Marie Curie et Irène Joliot-Curie permettent des dosages radio-immunologiques qui ont permis d'améliorer énormément les dosages pour les médicaments et les toxiques dans la lutte contre le cancer, et même utilisés maintenant dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pour vous dire que véritablement, l'Académie de médecine et la Grande Académie de France, parce que des académies étrangères ont reçu Marie Curie, qui a donné sa juste place en 1922 à Marie Curie. Donc, vous êtes dans la droite lignée de Marie Curie et des femmes Curie. Merci pour cette précision encore, Claudine. Alors, je voudrais en effet laisser la parole aux étudiants et aux étudiantes qui nous écoutent. Qui souhaite prendre la parole? Donc, je pense qu'on s'adresse à des étudiants francophones. S'il y avait des étudiants roumains, on pourrait faire une traduction sans aucun problème. La première question, comme on dit, est toujours la plus compliquée, mais… Ne soyez pas timide. Hein. Toute question a sa valeur. Voilà. Écoutez, en tout cas, puisque le 8 mars, demain, je lance une campagne, une pétition pour que le musée de l'homme devienne musée de l'humanité, je sais bien que vous êtes loin, que ça ne vous concerne pas en premier lieu la Roumanie, mais la solidarité, je n'ai pas la question, si ce n'est vous remercier, mais c'est pour vous dire que je serai sur les réseaux sociaux demain pour demander simplement qu'on passe au musée de l'humanité. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire parce que la terminologie actuelle, musée de l'homme, efface la moitié de l'humanité. Et que nous souhaitons que ce soit l'humanité, ce qui devrait sembler évident, mais ça ne l'est pas toujours. Voilà. Si vous me permettez une petite question, même si je fais partie des étudiants et étudiantes, est-ce que vous avez également des initiatives internationales, des pétitions auxquelles nous pourrions, dans d'autres pays, disons, avoir accès? Dans d'autres sujets. L'égalité homme-femme. Oui, alors, vous savez ce que vous pouvez faire, madame. Voilà ce que, si l'une d'entre vous, vous, madame, vous m'envoyez un mail en m'expliquant qui vous êtes, etc., pour une pétition, parce que par le lobby européen des femmes, dont je suis membre de la coordination française, mais il y a une coordination en Roumanie, qui est très active également, je me permettrai de transférer votre mail à Madame Adrian Boutoul, qui est la présidente de la coordination française et qui pourra vous donner des suggestions pour des pétitions internationales. C'est vraiment elle qui suit cela. Excusez-moi. Voilà, donc est-ce que cela vous convient? Comme ça, je partagerai votre mail si vous me l'autorisez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Parce que vous verrez, parce qu'il faut que je vous dise que la coordination, le lobby européen des femmes regroupe 2500 associations de femmes à travers toute l'Union européenne. Oui, moi, il y en a des roumaines, voilà. Moi, je voulais rajouter justement, donc Raluca donc, est ma collaboratrice responsable de la culture et de la communication, et je l'ai trouvée toujours dès le début comme très engagée justement dans la lutte, le droit des femmes, avec un caractère à la fois également très posé, mais très affirmé, et je trouve, pour avoir pris ce poste depuis quelques années, qu'il y a certaines justement jeunes femmes totalement
convaincue justement de ce qui a été fait, mais de ce qui reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Moi, je vous ai parlé que de mettre rendre visibles les femmes, mais je suis aussi dans des associations contre la violence et contre toutes ces questions. Et si je peux me permettre de dire un petit point de géopolitique et de géostratégie que je dis toujours, je vais vous raconter, si vous le permettez, on va quitter Marie Curie, je vais vous parler juste une seconde de Simone de Beauvoir. Quand nous avons milité pour les droits des femmes en France pendant plusieurs années, nous avons été, chère madame, chers amis, très critiqués, très attaqués. Vous savez, dès qu'on ose dire les droits des femmes, tout de suite, on est ridiculisé. On essaye de nous ridiculiser. Et au bout de quelques années, au bout de 4 ans, on avait quand même réussi à avoir une meilleure assise, une meilleure reconnaissance. Et je suis arrivée un jour chez Simone de Beauvoir, j'avais 24 ans, madame, j'étais jeune, ça faisait 4 ans que je militais avec elle, elle en avait 65 à l'époque. Hein. Donc c'était un peu comme une grand-mère ou une grande-tante. Vous comprenez, il y a deux générations entre nous. Et j'arrive, toute heureuse, et je lui dis, Simone, nous avons gagné, ça commence à bouger, on parle des droits des femmes, nous avons gagné. Et elle me dit, elle reste très comme ça, vous savez, et elle me dit, mais non, Claudine, nous avons peut-être gagné, mais de manière temporaire. Il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, nos droits soient remis en question. Et elle m'a parlé comme une grand-mère et elle m'a dit, Claudine, votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Alors, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que c'est très simple. Je le dis souvent dans mes interventions parce que j'interviens assez régulièrement, de temps en temps à Sciences Po, devant des jeunes étudiants, et je leur dis, moi, ce qui m'inquiète, qui se prépare, c'est bien sûr la question du réchauffement climatique, de l'immigration, des migrations climatiques, qui va faire que des dizaines de millions d'hommes et de femmes vont devoir quitter leur maison. Mais ce qui m'inquiète plus encore, autant, c'est le fait que la planète, les ressources, regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, les ressources minérales, les matières premières rares, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont déjà cooptées par des grands pays ou par des grandes multinationales. Donc on peut dire, si on considère la planète comme un gâteau, il reste très peu de morceaux de gâteau pour le reste de l'humanité pour pouvoir avoir accès au pétrole, au charbon, aux métaux rares pour les téléphones portables, pour les voitures, l'électricité, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les négociations vont devenir de plus en plus âpres entre multinationales, entre États. C'est exactement ce que la Russie est en train de faire aussi avec l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des métaux rares qui sont en Ukraine, ils vont récupérer aussi les champs de blé. Enfin, vous comprenez, quand vous faites une conquête, vous avez... Eh bien, il va falloir négocier avec les pays pour obtenir des contrats. Quand on négocie, qui dit négocier, il faut lâcher du lest, il faut lâcher des... Eh bien, ce sera sur les droits des femmes. Regardez les pays que je ne citerai pas par politesse, qui sont les plus oppresseurs pour les droits des femmes, qui ne considèrent les femmes encore comme des mineurs qui doivent demander l'autorisation de leur frère ou de leur mari. Ces pays-là ont du pétrole. Qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous négocions pour avoir du pétrole? Eh bien, nous détournons la tête sur la question des droits des femmes. On ne va pas leur dire, c'est vilain ce que vous faites, les femmes sont toujours des mineurs, etc. Parce que sinon, ils signent un contrat pétrolier avec le pays d'à côté qui n'aura rien dit. C'est ce que la Grande-Bretagne a toujours fait. La Grande-Bretagne ne parle pas des valeurs des droits humains. Hein. La Grande-Bretagne a toujours été très prudente là-dessus. Elle oublie, elle tourne la tête. Donc, ce que je dis, c'est plus les prix des matières premières augmentent, plus les droits des femmes sont en danger et seront en danger. Donc, c'est cela que je voulais vous transmettre aussi ce soir. Merci beaucoup pour cette analyse très pertinente. Voilà, vous avez des commentaires élogieux de la part de nos étudiants, bon, qui ne prennent pas la parole, mais qui vous écoutent avec beaucoup d'attention, et c'est en effet un grand cadeau que vous nous faites. Peut-être une question même, j'allais dire conclusive, c'est-à-dire,
En ce jour voilà, du 8 mars, quel message, et en ce contexte particulier excessivement préoccupant, où justement nous voyons également beaucoup de femmes rester seules, puisque les hommes en Ukraine sont réquisitionnés, qui luttent. Bon, les femmes luttent également, mais elles sont, voilà, elles ont certaines choisi l'exil avec leurs enfants. Quel est le message, alors général, ou évidemment qui mérite des nuances à n'en plus finir? Quel est le message adressé aux femmes? Eh bien, c'est le coup de la virilité. Je vais vous dire pourquoi. Je vais m'expliquer en 2 secondes. Il y a une jeune femme française, Muriel, je pourrais vous envoyer la référence parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Une jeune femme française, Lydie Pervin, quelque chose comme ça, qui est en train d'avoir un succès extraordinaire en France, qui a calculé ce que coûtait la virilité dans la société française. C'est-à-dire, je m'explique, 80% des prisons sont remplies par des hommes. Coût de violence. 75% des accidents de voiture, des morts, des choses, par des hommes. Les féminicides, c'est entre 100 et 200 femmes par an assassinées en France par leurs conjoints lorsqu'elles veulent les quitter. Les conjoints ne le supportent pas. J'en passe et des meilleurs. Ce qui veut dire par là que je ne peux pas m'empêcher, ces jours-ci, de me dire que nous avons affaire à un homme qui est à la tête de la Russie, qui est connu pour avoir fait supprimer la loi réprimant les violences contre les femmes en Russie. C'est-à-dire que, oui, ça fait partie du cadre familial. Or, comme les hommes russes sont très connus pour être très violents, malheureusement, souvent sous l'effet de l'alcool, mais ça n'est pas une excuse, eh bien, l'une des premières choses que Poutine a faites il y a 1 an ou 1 an et demi, c'est que la Russie ne respecterait plus la convention dite d'Istanbul sur les violences contre les femmes. Je vous dis cela parce que finalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un homme en Ukraine, un homme en Russie, un homme aux États-Unis, etc. Et je veux vous dire très franchement, ce n'est pas pour une raison d'ordre politique que je dis ça. Je dis ça en tant que femme. Quelle était la personne, la chef d'État qui était reconnue par tous et par toutes, qui était la plus posée, la moins belliqueuse? Eh bien, c'était Angela Merkel. Il faut quand même, que l'on aime ou pas Angela Merkel, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne vous parle pas de ses positions politiques. Je vous parle de son attitude. D'une certaine manière, l'Europe a été relativement tranquille quand Merkel était là. C'est ce que je me dis maintenant. Et quand je vois la reconnaissance qu'elle a eue quand elle a quitté ses fonctions, et quand je vois qu'elle refuse, parce qu'elle est appelée par tout le monde en ce moment, qui aimerait qu'elle revienne, qui aimerait qu'elle les aide, c'est vraiment le symbole de quand même le monde politique est encore un monde de machos qui veut rouler les mécaniques et qui traite les êtres humains comme plus bas que terre. Merci Claudine. Je crois que nous allons arrêter sur ces paroles parce qu'elles nous remettent en pleine actualité. Merci pour votre témoignage. Je pense que pour nos étudiants qui nous écoutent maintenant et qui nous écouteront, elles ne pourront que prendre modèle sur votre parcours et sur également voilà, l'engagement que vous continuez à porter. Moi, j'ai noté la phrase de Beauvoir sur « dépasser ses rêves ». C'est en effet une superbe citation et comme vous avez été très liée à Simone de Beauvoir, je comprends ce qu'elle représente également pour vous, que les femmes croient en leurs rêves, les dépassent. C'est ce qu'on peut souhaiter, à nous toutes et que les hommes écoutent également ces rêves. Merci beaucoup Claudine et au plaisir de vous avoir eu. Merci beaucoup et bonjour à la Roumanie et je vous souhaite plein de bonheur et de dépasser vos rêves. Merci à vous Muriel et merci à vous madame. Merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir.